Le monde célèbre la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue. Chaque année, la consommation de drogue augmente en Afrique de l'Ouest. En Côte d'Ivoire, ce sont 600 à 700 consommateurs de drogue qui sont répertoriés à la Croix-Bleue tous les ans. Précollecteur d'ordures ménagères, un métier auquel s'adonnent de nombreux jeunes, des jeunes qui font face à des difficultés qui ne freinent pas pour autant leur ardeur à devenir de véritables managers de la gestion des déchets solides ménagers. Le Premier ministre irakien s'est rendu aujourd'hui à Falloujah, libéré des djihadistes quelques heures plus tôt par les forces gouvernementales. Il a appelé les citoyens à célébrer la victoire. Madame, Monsieur, bonsoir. Daniel Cablan-Duncan était au Portugal où il a été fait citoyen d'honneur de la ville de Viseu. Cette ville est située entre le Portugal et l'Espagne. Le chef du gouvernement a rappelé la coopération décentralisée entre les villes ivoiriennes et portugaises. Sachez que la ville de Viseu est jumelée à la ville d'Abidjan depuis maintenant 4 ans. La Côte d'Ivoire a une ambassade au Portugal. Elle a été inaugurée par le chef du gouvernement à Lisbonne. Cette ambassade sera le siège des actions présentes et à venir visant au renforcement de la coopération ivoiro-portugaise. Le reportage de Sylvie Touré. Un acte qui illustre de fort belle manière le raffermissement des relations avec le Portugal. L'ouverture de l'ambassade à Lisbonne. Ouverte depuis quelques mois, la Maison de la Côte d'Ivoire au Portugal a été officiellement inaugurée par le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan. Témoin de l'événement, la communauté ivoirienne vivant au Portugal, les ambassadeurs du groupe Afrique, le doyen du corps diplomatique accrédité à Lisbonne, des autorités politiques portugaises et des amis de la Côte d'Ivoire. Pour le chef du gouvernement ivoirien, l'objectif est clair. Cette mission diplomatique devra contribuer à rapprocher davantage les deux pays. Tout en félicitant son Excellence M. Kofi Fana, le tout premier ambassadeur de Côte d'Ivoire, pour le dynamisme dont il fait preuve et l'important travail déjà abattu depuis sa nomination dans ses fonctions, je voudrais l'exhorter à œuvrer pour la réouverture de l'ambassade du Portugal à Abidjan, à laquelle nous attachons un grand prix. Vous devez également, Excellence, mettre un accent particulier sur la réouverture de la desserte d'Abidjan par la compagnie aérienne TAP Portugal, ainsi que d'une manière générale sur la mise en œuvre effective des diligences liées à l'application des différents accords et protocoles signés. Théodore Kofi Fana a rassuré le Premier ministre que son équipe est déjà à la tâche. Elle multiplie depuis 6 mois les rencontres économiques et diplomatiques pour donner une impulsion nouvelle à la coopération ivoiro-portugaise. L'ambition affichée des premiers acteurs que nous sommes consiste à ériger cette mission diplomatique en un laboratoire de coopération très dynamique et très innovant, avec pour objectif essentiel défini par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, de faire du Portugal un partenaire stratégique pour les échanges et la sécurité, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais également dans le golfe de Guinée. Avant la nomination d'un ambassadeur au Portugal, la mission était assurée par 2 consuls, l'un à Lisbonne et l'autre à Porto. Ces 2 personnalités ont été distinguées dans l'ordre national de la Côte d'Ivoire. Tous les 26 juin, le monde célèbre la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue. L'Afrique est en train de devenir un pôle de consommation de drogue et pour cause, les criminels réduisent les prix pour attirer de nouveaux clients. La Côte d'Ivoire n'échappe pas à cette façon de faire. Tous les ans, ce sont 600 à 700 consommateurs de drogue qui sont répertoriés à la Croix-Bleue, suivant ce reportage de Ami Sissoko. Selon la Croix-Bleue, il n'y a pas de chiffre exact sur le nombre de consommateurs de drogue en Côte d'Ivoire. Mais une chose est sûre, cette structure internationale de prise en charge des toxicomanes reçoit 600 à 700 patients par an, la plupart des adolescents. Le témoignage d'une consommatrice qui a réussi à sortir de la dépendance de la drogue. Sans savoir ce que ça faisait, j'ai fumé puisque je fumais la cigarette. Je suis restée là-dedans pendant 15 ans. Ça a eu un impact vraiment sur ma vie parce que j'ai arrêté l'école en première pour ça. Le conseil que je peux donner aux jeunes filles, c'est de ne jamais essayer la drogue. La drogue, ce sont des substances liquides, gazeuses, qui peuvent être artificielles ou naturelles,
qui ont pour effet de modifier le fonctionnement du cerveau. Il y a un type de patients que nous recevons le plus, ce sont les adolescents. Ils nous disent que déjà, ils sont abordés dans les écoles, sur le chemin de l'école, dans les quartiers, par des individus qu'on ne connaît pas, qui leur proposent de la drogue gratuitement. Nous recevons à peu près 80 patients usagers de drogue par semaine. L'addiction aux drogues a d'énormes conséquences sur la santé, en passant aussi par les violences et la pauvreté qu'elle entraîne. Les enfants à la toxicomanie sortent en général de ces familles à problème. L'usage de drogue met en péril notre sécurité. Et cela peut aller depuis la violence conjugale jusqu'aux guerres fratricides. La question des drogues peut également affecter l'économie. Il y a des drogues qui coûtent extrêmement cher, comme la cocaïne, dans lesquelles, pour la consommation, l'individu avoisine 20 à 25 000 francs CFA jour. Pour aider les toxicomanes à sortir de cette dépendance, des associations telles que la Croix-Bleue ou les ONG comme Médecins du Monde proposent des prises en charge psychologiques et médicales. Mais avant tout, la famille doit être le soutien primordial. Tant qu'on ne regarde pas la chose en vis-à-vis, tant qu'on a des préjugés, tant qu'on a des mythes sur la question, on ne peut pas évoluer. Et après, de façon plus précise, ce sont les familles qui doivent assurer leur rôle d'éducatrice des enfants. Les consommateurs de drogues sont une population vulnérable exposée à de nombreuses maladies telles que le VIH-Sida, la tuberculose et les hépatites virales. L'alcool et le tabac font aussi partie des drogues. Les armes aussi font beaucoup de mal dans un pays. La Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre le sait, d'où la mise en place d'un système d'interconnexion au profit de 14 escadrons de gendarmerie et 17 sites des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Le but, constituer une base de données électroniques d'armes. Le reportage de Abou Sanougou. Un dispositif opérationnel d'interconnexion de gestion des stocks d'armes au bénéfice des escadrons de la gendarmerie nationale et des forces républicaines de Côte d'Ivoire désormais disponible. Et cet outil va permettre de tisser un réseau de gestion informatisé des stocks, de constituer une base de données électroniques d'armes et de renforcer leur gestion au quotidien. Au terme de 3 années d'installation, de formation et de suivi, la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre a procédé à la remise des dispositifs d'interconnexion. La lutte contre la circulation illicite des armes légères sera vaine aussi longtemps que la gestion et la sécurité physique des armes et munitions seront approximatives. L'insécurité et l'instabilité continueront alors d'être des soucis permanents pour nos États. C'est donc ensemble, dans une synergie d'action, que nous gagnerons la bataille pour le contrôle des ALPC. Ce programme a bénéficié de l'appui financier de la coopération allemande à travers la GIZ. Le système d'interconnexion permet également l'enregistrement et la gestion des mouvements d'armes. La mise en place de la base de données et des interconnexions constitue des mesures de contrôle et de prévention en matière de circulation des armes et surtout d'une maîtrise de la traçabilité des mouvements des armes utilisées par nos unités. Pour la gendarmerie nationale, le dispositif a été installé dans 14 escadrons, tous reliés à un serveur central installé au sein du commandement supérieur de la gendarmerie à Abidjan. Au niveau de l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, 17 sites répartis dans 11 localités ont été équipés et interconnectés à un serveur central à Abidjan. Le coût de ce programme s'élève à 120 millions de francs CFA. Le Conseil national de sécurité a initié un atelier de réflexion sur le renforcement de la gouvernance locale de la sécurité dans les 31 régions dans la capitale politique en vue d'accélérer la mise en place effective des conseils régionaux de sécurité. À l'issue de cette rencontre, le cadre institutionnel de l'exécution de cette nouvelle approche de la sécurité locale a été adopté. Soro Corona et Kader Sogodogo étaient à Yamoussoukro dans le centre du pays. L'indice de sécurité de la Côte d'Ivoire est passé de 1,6 en 2012 à 1,1 en décembre 2015.
Des efforts rendus possibles grâce à l'adoption d'une nouvelle stratégie sécuritaire du pays. Présidé par le président de la République, Alassane Ouattara, le CNS, Conseil national de sécurité, travaille pour la mise en œuvre de la RSS, réforme du secteur de la sécurité. Réforme qui implique l'exécutif, le législatif, les forces armées, le corps préfectoral, la société civile et les médias dans une approche de responsabilité partagée, de confiance et de collaboration en vue d'atteindre la sécurité pour tous. Après plus de 3 années de travaux, le temps est venu pour la mise en place effective des conseils régionaux de sécurité. Les conseils régionaux de sécurité ont pour objectif de regarder tous les aspects de la sécurité humaine au niveau des régions. Ça peut être d'un point de vue économique, ça peut être d'un point de vue purement sécuritaire, ça peut être d'un point de vue culturel, ça peut être d'un point de vue économique, etc. Donc voilà un peu tout ce que ça va faire. Il y aura une remontée de ces informations au niveau du Conseil national de sécurité pour des décisions. Le séminaire de Yamoussoukro a réuni les acteurs nationaux et internationaux de la sécurité et les préfets de région de Côte d'Ivoire. Au terme de 10 heures de travaux, les 31 préfets de région se sont engagés à s'approprier la RSS. Il a été adopté avec l'ensemble des participants le cadre institutionnel pour la mise en œuvre des conseils régionaux de sécurité. Le système des Nations Unies, représenté par l'ONUCI, s'est engagé aux côtés de la Côte d'Ivoire pour la réussite de cette nouvelle approche de sécurité interne et externe. Le fait que l'ONUCI se retire ne signifie pas aussi que les Nations Unies se retirent. C'est pour ça que j'ai parlé de modalités pour transférer les activités que nous menons. Transférer ces activités-là signifie que nous nous soucions de la pérennisation de l'accompagnement des autorités ivoiriennes dans la réforme du secteur de sécurité. La nouvelle stratégie du Conseil national de sécurité viendra combler le vide et améliorer l'architecture sécuritaire de la Côte d'Ivoire. Cet atelier de Yamoussoukro a été financé par le PNUD.
Toutes nos excuses pour cette coupure indépendante de notre volonté. Sachez que des jeunes du village d'Akwedo ont barricadé l'entrée de la décharge d'Abidjan à la suite d'un conflit foncier qui opposait des habitants du village d'Akwedo et un individu. La police est intervenue pour libérer le passage et permettre l'accès à la décharge, ce qui a soulevé le courroux des jeunes qui ont détruit le matériel de la nature. Des lampadaires ont aussi été saccagés. Une équipe du ministère de la Salubrité urbaine a été dépêchée sur les lieux. Les précollecteurs, maillon important dans le processus de collecte des déchets, évoluent dans l'informel. Ces jeunes utilisent des équipements rudimentaires. Les conditions dans lesquelles ils travaillent sont peu recommandables. En plus, ils sont très souvent accusés de ne pas bien faire leur travail. Herman Guivet nous conduit dans l'univers du précollecteur d'ordures ménagères. Abidjan, quartier résidentiel de la Riviera Palmeraie. Il est 9 h du matin, alors que la pluie et le soleil se disputent la couleur du temps. Nous retrouvons Marius, précollecteur d'ordures ménagères, un jeune ivoirien âgé de 30 ans, avec lui 2 autres compagnons. Son activité, il l'a entamée avec de modestes moyens, une brouette, une pelle, un râteau. Aujourd'hui, Marius a une moto-tricycle avec laquelle il parcourt les rues de la ville d'Abidjan. La journée commence plutôt mal pour le jeune homme. Un problème mécanique avec sa moto-tricycle. Un tour de clé sous le regard curieux des précollecteurs et le travail peut enfin commencer. En Côte d'Ivoire, il existe des entreprises spécialisées dans le ramassage des ordures ménagères. Dans la chaîne de ramassage de ces ordures, les précollecteurs qui essaient avec leurs moyens de débarrasser la capitale ivoirienne de ces ordures ménagères. Première cible de nos précollecteurs, cette niche située au pied de ce grand bâtiment. Il faut faire vite. Marius et ses compagnons utilisent des gants de protection. Quand il arrive dans des bâtiments où il n'existe pas de niche, Marius fait du porte-à-porte. Des rapports avec les locataires qui sont souvent tendus. Le ton monte, les disputes éclatent. Personne ne veut les ramasser. Et puis après, vous arrivez, vous se faites c'est comment ça? Bon, souvent, on a des problèmes de matériel. À chaque fois, ça tombe en panne. Souvent, il y a manque de carburant. C'est tout ça qui font que nous ne vient pas ramasser les ordures. Non, c'est pas contre tout cela. C'est à vous de vous organiser. Nous, le SACEL, vous nous donnez un tarif. Nous, on paye. À vous de vous débrouiller pour ramasser. Nous, on nous pose un véritable problème de santé. Certains locataires refusent de payer leurs dus et les raisons sont multiples. C'est pas normal qu'on puisse payer les ordures ménagères sur nos factures et les camions de ramassage ne puissent pas les ramasser. On est encore obligé de payer le collecteur pour venir ramasser les ordures. Ceux-ci aussi ne viennent pas régulièrement. Les poubelles là, ça reste là, ça dure là. On paye, ils ne viennent pas. Une fois, les voitures de ramassage là viennent. Tantôt, les résidents ne payent pas. Tantôt, il y en a qui payent. Donc, ce n'est pas à qui l'heureux. Accusé de ne pas faire correctement son travail, le jeune homme se défend. Quand on vient encaisser des clients et disent que non, nous on ne fait pas notre travail. Pourtant, on se réveille très tôt le matin, on reste là à travailler jusqu'à tard dans la nuit. Il y a certains qui refusent totalement même de payer et disent que non, c'est l'État qui vient ramasser avec les gros camions. Bon, que c'est marqué aussi sur les factures. À cet endroit, il y avait une niche où étaient déversées les ordures de ce bâtiment. La niche a été détruite par les résidents. Raison évoquée, le risque élevé de maladies suite au non-enlèvement des ordures ménagères. Avec les enfants qui vivent avec chaque famille, il y a des maladies comme le paludisme. À quelques mètres de ce bâtiment, des agents d'une société de collecte d'ordures sont à la tâche. On travaille pour que Abidjan soit propre. Partout où il y a les ordures, nous passons et ramassons. Nous retrouvons notre précollecteur. Aucun compromis ne sera finalement trouvé. Entre colère des résidents et justification du précollecteur, le résultat est là. Marius vient de perdre l'un de ses marchés. Une journée plutôt difficile pour notre précollecteur. Malgré les problèmes qu'il rencontre au quotidien, Marius garde le moral haut. Lui qui a vu dans ces tas d'immondices une véritable mine d'or à explorer, à exploiter. Comme le dit le dicton, à chaque jour suffit sa peine. Le travail est loin d'être terminé pour la journée. D'autres bâtiments attendent d'être visités par ces combattants de l'insalubrité.
Pour être plus complet sur les sujets, sachez que le secteur des déchets représente plus de 11% du PIB et emploie 9% de la population active. Et un atelier s'est ouvert début juin sur la professionnalisation de la filière des déchets solides ménagers. La mise en place de ce projet a permis la construction d'un centre de valorisation des déchets. La réception des travaux est prévue pour la fin de ce mois. La commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics convie la société civile à un séminaire d'approbation sur la loi relative à l'accès à l'information d'intérêt public. L'idée est de permettre aux populations de savoir la conduite à tenir lorsqu'elles recherchent des informations d'intérêt public. Roger Amand, Herman Niamia. Le droit des personnes d'accéder aux informations et aux documents détenus par l'administration et l'obligation pour celle-ci de les communiquer constituent des principes qui sont désormais universellement reconnus comme découlant d'un droit fondamental, le droit à l'information. Auparavant, il y avait évidemment la culture du secret de l'information et il y a des lois de la fonction publique qui interdisaient à certains agents de divulguer des informations. Bien que consacré par la Constitution ivoirienne, dans la pratique, l'égal accès des citoyens à l'information n'est pas totalement garanti. C'est donc pour faciliter l'accès aux informations d'intérêt public aux populations que l'État a créé la KIDP, la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, le 23 décembre 2013. En initiant ce séminaire au profit des organisations de la société civile, précisément les associations de consommateurs et organisations syndicales, la KIDP veut les sensibiliser sur le contenu de la loi relative à l'accès à l'information publique afin qu'elle contribue à leur tour à sa vulgarisation. Nous demandons aux usagers, à la population, de faire la requête, de demander les informations. Comme documents qu'on peut communiquer, il y a les procès-verbaux, les notes circulaires, les bilans. Soutien détaillé aux actions de la KIDP, la Fondation Friedrich Ebert Stiftung, qui souligne que l'accès à l'information d'intérêt public contribue à la bonne gouvernance. L'accès à l'information est un droit. Donc accompagner la KIDP pour nous dans la vulgarisation de l'accès à l'information d'intérêt public, c'est de participer à la démocratisation de la Côte d'Ivoire et amener tous les citoyens à pouvoir décider d'eux-mêmes. Composée de 12 membres, la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, depuis sa création, a animé divers séminaires et ateliers sur la thématique de l'accès à l'information. Un portail Internet est mis à la disposition des acteurs et usagers du secteur de la microfinance, www.microfinance.gouv.ci. Ils pourront y trouver la liste des structures agréées aux textes légaux et réglementaires qui régissent leur activité. Landré Ponou était au lancement de ce portail Internet dans la commune du Plateau. Les Ivoiriens épargnent de plus en plus. Aujourd'hui, en effet, pas besoin d'être d'un niveau social privilégié pour économiser. Le secteur de la microfinance permet aux personnes à revenus réduits de le faire et même d'avoir recours au crédit. Un secteur en pleine expansion, selon les chiffres de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. 60 milliards de francs CFA d'épargne en 2005 contre plus de 175 milliards au 31 décembre 2015. Pareil pour les crédits. 28 milliards de francs CFA en 2010 contre 138 milliards de crédits en fin d'année 2015. Cependant, tout le monde ne semble pas enthousiaste face à cette ruée vers l'épargne et le crédit. J'ai fait aussi, mais ils sont partis à mon agent. J'ai fait un truc de 150 000, ils sont partis à ça. Bon, je n'ai plus confiance. J'ai fait plus arrêter. Le cas de Dame Quadio n'est pas isolé. Consciente du danger encouru par les populations, la direction de la microfinance, démembrement de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, multiplie les actions pour réguler le secteur. Elle met à cet effet un portail Internet à disposition des acteurs et usagers en vue de diffuser, mais également recueillir des informations. Il y a une lucarne qui est prévue à cet effet où on peut nous écrire pour poser des questions, prendre des rendez-vous au besoin et même diffuser des informations si on souhaite que ce site soit un canal de transmission d'informations pertinentes pour le secteur d'activité. Le portail Internet de la direction de la microfinance rencontre l'adhésion des structures agréées qui y voient un outil de certification de leur travail. La liste des structures autorisées à exercer, les points de service, les données statistiques et les rapports périodiques de suivi du secteur de la microfinance sont entre autres des informations disponibles sur ce portail Internet.
Hors de chez nous, les forces irakiennes ont affirmé aujourd'hui avoir totalement libéré Falloujah. Tous les regards se tournent désormais vers la reprise de Mossoul, dernière place forte des djihadistes du groupe État islamique en Irak. Le récit de Abou Sanogo. Falloujah récupéré des mains de l'État islamique en seulement quelques semaines. L'armée irakienne ne croyait pas si vite y parvenir. Ce dimanche, elle a annoncé avoir totalement libéré la ville située à une 50aine de kilomètres à l'ouest de Bagdad. Dernier bastion du groupe État islamique aux mains de Daesh depuis janvier 2014. Plusieurs agences de presse indiquent qu'il existerait quelques poches de résistance, mais dans la périphérie ouest de la ville de Falloujah. Il y a quelques jours, l'ONU dénonçait une crise humanitaire due au combat dans la ville. 85 000 civils auraient fui en seulement quelques mois. L'armée irakienne a contrôlé ce samedi 20 000 civils afin de démasquer d'éventuels djihadistes. Falloujah, reprise, reste la ville de Mossoul que l'armée irakienne espère libérer avant fin 2016. En Espagne, le Parti populaire est arrivé en tête des élections législatives. L'alliance anti-austérité Unidos Podemos arrive deuxième, dévançant le Parti socialiste selon des sondages à la sortie des urnes. Selon ces enquêtes, le PP du chef du gouvernement sortant Mariano Rajoy obtiendrait entre 117 et 121 sièges. Il reste loin de la majorité absolue aux cotes fixées à 176 sièges. Unidos Podemos en gagnerait entre 91 et 95, inversant le rapport de force avec le Parti socialiste, 81 à 85 élus qui étaient arrivés en deuxième position lors du précédent scrutin il y a 6 mois. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.